Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois avec toute l'équipe pour un nouvel épisode. Le Trail qu'on aime, qu'est-ce que c'est ? C'est une troupe de passionnés qui regroupe un athlète de haut niveau, une photographe vidéaste, un kiné, un entraîneur et un team manager et qui se réunit une fois toutes les 2 semaines pour parler trail, résultats et actu chaudes, débats, légers chambrages, tout ça dans la bonne humeur et pour la passion de ce sport qu'on aime tant. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celui qui vient de clore sa préparation pour les championnats de France de trail long. À l'heure où on enregistre, nous sommes à J-11. Mathieu Delpech, est-ce que la pression monte ? Non, tranquillement. Je suis redescendu d'altitude, donc la pression est remontée un petit peu, l'oxygène revient dans mon corps. Mais ouais, franchement, je pense que j'ai fait une prépa bien aboutie, donc maintenant on commence tranquillement à alléger. Tu seras accompagné par celui qui malheureusement ne pourra pas être présent lors des championnats de France de trail long, puisqu'il est le parrain des trails du passerelle du Monténard. Nicolas Martin, comment ça va ? Salut à tous. Bah, ça va bien, je passais une belle journée sur le 90 km du Mont Blanc à ravitailler les copains. Ça m'a bien donné envie au début de la course et puis de moins en moins au fil des heures quand on voit l'état des coureurs. Mais une très belle journée avec les jeunes qui prennent un petit peu le pouvoir sur ces épreuves même de longue distance. Allez, enfin celui qui vient tout juste de devenir papa, non pas d'un enfant mais d'un chien dénommé Hopi, comme s'il n'avait déjà pas assez de choses à faire. Théo Robin, comment ça va ? Eh ben ça va nickel, ça récupère tranquillement après 4 jours à Cham aussi autour du marathon du Mont Blanc avec l'académie. Je crois que ça devient vraiment l'un de mes événements préférés parce que les parcours sont dingues. L'événement il est hyper rodé, c'est hyper quali et je trouve qu'il y a moins de monde qu'à l'UTMB, donc franchement c'était vraiment un week-end de dingue. Et à côté de ça, quelques bornes en montagne et puis on est en plein lancement de notre formation avec Cap, donc on chôme pas. N'oublions pas l'animateur de ce podcast, celui qui ce week-end n'est pas rentré dans le Cantal, lever les bras sur une course, mais qui était bien dans la vallée de Chamonix, en immersion en tant que team manager de la Colibri Trail Academy. Alexandre Viol, comment vas-tu ? Eh ben, ça va encore extrêmement bien. On est clairement pour moi là, à l'une des meilleures périodes de l'année où tout un tas d'événements s'enchaînent. Un merveilleux marathon du Mont Blanc le week-end passé à ravitailler sur le 90 km et sur le cross. Et puis, on a 2 excellents week-ends qui s'annoncent avec les France de montagne où je serai au départ de la course senior le dimanche. Très hâte de découvrir ce format après des années à le suivre en spectateur. Et puis les France de trail la semaine suivante, qui s'annonce tout aussi excitant à suivre. Vive le sport et vive le trail. Et malheureusement pour nous, comme vous l'aurez compris, pas de Margot pour ce nouvel épisode, mais elle n'est pas là pour une très bonne raison, puisqu'elle est actuellement aux États-Unis, où elle a pu suivre de l'intérieur la Western States aux côtés de Normal et du crew de Kylian Jornet. Avant qu'Alex nous donne le sommaire, je me permets encore une fois de vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous écouter à chaque épisode. Je vous invite à aller suivre le podcast pour nous soutenir sur la page Instagram pour avoir des extraits et des actualités inédites. Et puis aussi, vous pouvez noter l'épisode, noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Ça nous soutient énormément. Puis n'hésitez pas à partager autour de vous et à parler de notre podcast. C'est comme ça que vous nous aidez le plus. Merci à tous. Alors les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, on débutera comme d'habitude par les actus qui ont marqué l'équipe ces 2 dernières semaines. On enchaînera ensuite par notre sujet décryptage avec un gros focus sur les prochains championnats de France de course en montagne et de trail qui auront lieu respectivement les 5 et 6 juillet et les 12 et 13 juillet à Val d'Isère. Pour l'occasion, nous aurons la chance de recevoir une légende vivante de l'athlète français qui vient tout juste d'être nommé responsable national des équipes de France de trail et de course en montagne, Julien Rancon, qui nous parlera des missions liées à son nouveau rôle et des enjeux importants qui entourent les championnats de France. On poursuivra avec le retour d'expérience de Margot après son suivi exceptionnel de la Western aux côtés de Normal et du crew de Kylian Jornet. A-t-il vomi comme Marianne ? A-t-il cru à la victoire ? Est-il déçu de sa 3e place ? Et surtout, comment se passe un suivi de Western sous 40 degrés ? Elle nous a envoyé un petit vocal depuis les États-Unis que l'on a hâte de vous partager. Puis, Nico et Théo vous diront tout sur les bons réflexes à avoir pour pratiquer au frais lors de vos sorties et compétitions estivales sous forte chaleur, en vous parlant des stratégies de cooling. Puis on terminera, comme à l'accoutumée, par nos recos de la quinzaine. Un programme bien dense, fait avec amour et passion. Le Trail qu'on aime épisode 24, c'est parti. Jingle. Le Trail qu'on aime, épisode 24. Allez, juste avant qu'on commence, Théo, je crois que tu avais un petit peu d'actu du côté de votre structure de coaching et suivi kiné à distance 4 prévention à nous partager. Merci, un peu d'autopromo, ça fait quelques mois, enfin ça fait des mois, voire un peu plus, une petite année qu'on travaille avec Gauthier et Antoine sur notre projet. Du coup, on a créé une formation de 2 jours sur la prévention et le renforcement musculaire du coureur pour aider
les kinés principalement, mais aussi les coachs à accompagner en présentiel ou en distanciel leurs athlètes. On a tout fait pour que ça soit un mix de science et d'expérience terrain. La première session, ce sera le 9 et 10 octobre à Lyon. Donc si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé par ce qu'on fait et par un suivi, que ce soit à distance ou hybride, n'hésitez pas à nous contacter. On vous fera, on vous répondra avec plaisir. Et puis voilà, hâte de se lancer dans ce nouveau projet de formation du coup dès début octobre. Allez, on démarre tout de suite l'épisode avec les actus. Qu'est-ce que les membres de l'équipe ont retenu des dernières actualités en termes de résultats ces 2 dernières semaines? On commence tout de suite avec Nico. Comment ne pas évoquer Kylian Jornet qui sort encore une immense performance sur la Western et qui, je trouve, symbolise vraiment l'évolution de notre discipline au fil des 15 dernières années. Il termine 3e, on le rappelle, de cette édition sous les 14h20, donc l'un des 4-5 meilleurs chronos de l'histoire sur la course. Il fait, je crois, 1 heure ou 1 heure et quart de moins que lors de sa victoire en 2011, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, je suis vraiment admiratif de cette capacité qu'il a à suivre l'évolution du niveau et à toujours être l'une des références de ce sport et d'avoir progressé en même temps que son sport en l'ayant quand même beaucoup porté. Les autres choses, je suis un peu déçu là de la tournure prise par les Golden Trail Series lors de cette tournée américaine. Alors, on va saluer le fait qu'ils aient voulu mettre cette tournée-là pour décharger la fin de saison et pas être en concurrence avec les championnats du monde. Donc là-dessus, bravo. Par contre, c'est vrai que les courses sont moins compétitives qu'habituellement et du coup, bah, moi, je me pose un peu la question de quels sont les effets que ça a sur le classement et notamment sur les places parce que c'est sûr que c'était un peu plus facile de faire un top 5 sur les courses américaines sur les courses qui vont arriver en Europe et notamment Pitt Trail et puis Cardinal dans les prochaines semaines. Et puis sinon, grâce au beau live qu'on peut avoir dans nos sports et notamment sur le marathon du Mont Blanc, j'ai vraiment été impressionné moi par le niveau des 2 vainqueurs, hommes et femmes, sur les parties montantes. Une petite stat, hein, John-Lynn Chepengeno qui prend 4 minutes par exemple dans la montée des posettes aux autres filles. Bon, on n'avait pas de pointage tout au sommet, mais elle avait des 4 minutes au col, donc on peut supposer que elle avait pas l'air de super bien descendre, donc elle avait peut-être encore un peu perdu de temps, donc vraiment une classe d'écart avec les autres filles dans la première grosse montée de la course. Et puis David Emanini qui court 5 minutes plus vite que Raoul Ross entre le pied de la flégère après la petite descente du Béchar et l'arrivée. Donc vraiment ouais, c'était impressionnant de les voir évoluer à cette vitesse sur les pentes, sur des sentiers qu'on connaît tous. Et moi en tout cas je connais très bien puisque en ayant fait l'OCC et le marathon des Mont Blanc plusieurs fois, je connais très bien cette montée de la flégère. C'est toujours impressionnant de voir des athlètes à cette allure-là, à cet endroit-là et à ce moment-là de la course. J'invite tout le monde à aller voir le replay du live du marathon de dimanche et notamment du moment où Davide Manini en double Thomas Cardin. C'est juste exceptionnel. L'allure de Davide, c'est assez impressionnant. On voit Thomas Cardin juste à côté qui marche, qui n'en peut plus et qui le regarde, puis qui doit se dire dans sa tête, il est tellement fort. Mais quand même, si vous l'entendez, vous tendez l'oreille, il l'encourage, il dit come on Davide. Donc c'est à souligner le fair play de Thomas Cardin que l'on connaît très bien. Théo, qu'est-ce que t'as retenu toi? Ce qui m'a marqué ce week-end, c'est sûrement la plus belle réussite sportive à l'heure actuelle de Théo Détienne, lui qui vient de se concentrer exclusivement sur le trail cette année. Il a claqué une course référence sur l'une des courses les plus relevées d'un point de vue mondial. Et bien sûr, il a assuré le show en montrant son triceps et en faisant des pompes pendant la course et sur la ligne d'arrivée. Non, franchement, c'était très solide. Et puis en plus, c'était drôle à suivre, donc chapeau. Et derrière lui, il y a aussi une grande révélation d'un jeune athlète de 24 ans, Virgile Morisset, qui finit seulement à 5 minutes. Mais par contre, attention, ces données Strava peuvent faire très peur. Et du côté féminin, on a aussi vu la perf de Blandine qui survole la course, et en plus avec le sourire, donc ça c'était vraiment chouette à voir. Et elle finit 20e au scratch avec 25 minutes d'avance sur Julie Roux. Et en tout cas, j'ai hâte de la voir à la Diag personnellement cette année. Mathieu? Moi, j'ai retenu le design de l'outfit de Caleb Olson. Très beau travail des designers de chez Nike qui nous ont fait quelque chose d'exceptionnel, qui a marqué autant les esprits que le chrono exceptionnel. 2e meilleure perf de tous les temps sur la Western à seulement 2 minutes du record de Jim. Donc voilà, une belle perf pour l'animal qui a fait 2e au mute et qui est coaché par un autre animal américain, Jack Kunzel, dont vous avez déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. Donc c'est un duo qui semble bien marcher puisque la progression de Caleb est quand même vraiment stratosphérique et il a déjoué
tous les pronostics des grands favoris qui étaient attendus sur la Western pour aller s'imposer avec une belle classe, avec encore une fois des chronos vraiment, vraiment incroyables, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, avec aussi Abiol qui a fait un retour après avoir pas mal galéré, c'était notamment une fracture à la jambe, et là elle fait son retour au plus haut niveau, donc c'est cool à voir, des travailleurs qui sont récompensés. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Moi, du coup, j'ai pas trop suivi parce que c'était la nuit, mais au réveil, j'ai bien aimé voir tout ce qui s'était passé à la Western. C'est vraiment la course référence de 100 miles aux États-Unis où il y a le plus de niveaux, disons. Donc voilà, c'était vraiment un week-end incroyable avec toutes ces courses. Donc tu me piques mon coup de cœur, voilà, Abiol, donc tu l'as dit, qui a gagné la Western et qui il y a 2 ans en fait s'est fait une fracture de la jambe et elle a été en convalescence environ 1 an. C'est d'ailleurs une convalescence qu'elle a documentée sur sa page Instagram. Et quand on voit les images, enfin c'est assez fou de se dire que quelques mois après, elle est de nouveau en capacité de gagner l'une des plus grandes courses du monde. Donc chapeau, c'était vraiment beau à voir. J'ai retenu aussi la 7e place de Pauline Gradel sur le 90 km du Mont Blanc après une folle remontada. 25e au premier pointage, 13e à 30 km de l'arrivée, avec 5 filles à aller croquer juste devant elle, chose faite dans la montée du Mont-en-Vert et dans la dernière grosse descente. Un final vraiment haletant parce que bon, pour ne rien vous cacher, c'est moi qui lui ai fait ses ravitaux et j'ai pu la suivre. Alors j'ai pu faire la montée du Mont-en-Vert en la doublant et ensuite en doublant les filles juste devant. C'était assez fou la densité à si peu de kilomètres de l'arrivée, et du coup elle a réussi à remonter pour aller choper une magnifique 7e place juste devant Célia Gigou et Laura Ménial. Et du coup, je vous disais une grosse densité puisque sur ce 90, on a 11 femmes qui ont terminé sous les 14h30 de course. Donc c'est assez impressionnant. Et du coup, même chose sur le marathon du dimanche, t'en as parlé un petit peu, Nico, avec là aussi une énorme densité féminine. C'est quelque chose qu'on a assez peu l'habitude de voir finalement, donc qui est important de souligner, où les 7 premières se tiennent en seulement 10 minutes. Je pense que si j'ai regardé un peu les éditions précédentes, c'est clairement du jamais vu sur le marathon, et je pense sur ce type de format en général. Et d'ailleurs, j'étais présent le jour de la course à l'aire de parapente à 500 mètres avant l'arrivée, et on les voyait débarquer une par une avec très peu d'écart. C'était vraiment magnifique à voir. Autre chose que j'ai retenu, bien sûr, la 3e place de Thomas Buttez sur le cross du Mont Blanc le samedi après un fight d'anthologie avec Simon Pacard. 2 athlètes vraiment exceptionnellement humbles et passionnés qui méritent de ce type de résultat. J'ai retenu aussi le meilleur temps de l'histoire réalisé par Ben Diman sur le 120 km du Lavaredo en 11h49 minutes. C'est juste astronomique. Après sa démonstration sur le 90 du Ventoux, on se pose la question de savoir où est-ce qu'il va s'arrêter cette année, et peut-être sur la plus haute marche du podium à l'UTMB. Et puis enfin, je termine mes petites actus avec malheureusement une petite frustration. Comme toi, Mathieu, je me suis levé le matin en espérant voir David Roche aux avant-postes de la Western, et en espérant me délecter le lundi matin du replay du live. Mais malheureusement, David Roche, il a abandonné. Donc au kilomètre 100, je suis assez frustré de pas l'avoir vu au fight avec les gars devant. Ça aurait pu être assez cool, mais nul doute qu'il retentera l'année prochaine la Western. On en a fini avec nos actus, et on vous l'a dit, Margot n'est pas présente avec nous aujourd'hui, mais pour une très bonne raison, puisqu'elle a eu l'immense honneur et la chance d'être présente sur la Western States aux États-Unis, aux côtés de N-Normal et de Kylian, et donc elle nous a réservé un petit vocal pour nous raconter cette expérience. Margot, c'est à toi. Yo l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Je suis désolée de pas pouvoir être là aujourd'hui. Je suis sur le voyage retour des US. J'ai eu la chance de pouvoir suivre Kylian sur la Western avec Normal, course épique et Iron. J'ai tellement de choses à vous raconter. Je pense qu'on y reviendra dans l'épisode d'après, mais c'est complètement fou ici. La communauté trail c'est vraiment différent de ce qu'on connaît à la maison. Tout est beaucoup plus petit, ce qui est assez étonnant pour les US, mais en tout cas dans le trail, la communauté est plus petite, donc il y a vachement plus de proximité entre tout le monde, et ça se ressent beaucoup dans la dynamique du sport, dans les échanges entre tous les athlètes, les participants,
les organisateurs de courses et tout. Puis même la course, quoi, qui a beau être une des courses les plus mythiques du monde, ça reste quand même très petit. Le salon, c'est une dizaine de tentes posées sur un parking. Tout le monde est hyper accessible. Enfin, c'est vraiment un autre délire et tout le monde respecte. C'est pas parce qu'il y a beaucoup moins de règles, c'est beaucoup moins cadré et tout que ce qu'on connaît, ou en tout cas ce qu'on connaît sur l'UTMB, et pourtant tout le monde respecte tout le monde. Enfin, c'est vraiment chouette comme ambiance ici. Et puis la course en elle-même, c'est la Western, quoi. C'est légendaire, mythique. C'est fou de pouvoir vivre ça, de se retrouver sur des points qu'on a vus en photo, sur des docus depuis des années. Et sinon, la Western de Kilian, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Donc il fait 3 dans des temps qui sont quand même vraiment strato. Tout le monde était sous les records de course pendant un bon bout de la course. Il y a des records de segments qui ont pété dans tous les sens, et tout le monde la chaleur. Enfin bon, il y a eu beaucoup d'abandon aussi, hein, mais en tout cas, Kilian a pas du tout ressenti la chaleur. Enfin, en tout cas, ne l'a pas subi. Il n'a pas subi de maux de ventre, de galères gastriques ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'était vraiment une belle course tout en gestion et tout, et devant c'était juste plus fort. Donc voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. En tout cas, c'était une expérience vraiment folle, et la course, c'est vraiment, je trouve maintenant, la plus belle course du monde, qui est tellement chargée d'histoire. Chaque point de ravito, il y a vraiment une histoire partout. Et voilà, j'espère que tout roule pour tout le monde, et à tout bientôt. Allez, on va pouvoir passer à notre sujet décryptage de l'épisode, où on a décidé aujourd'hui, comme je vous le disais dans le sommaire, de vous faire un gros focus sur les prochains championnats de France de course en montagne et de trail, parce que nous, on adore ça, et aussi parce que les enjeux, ils sont très importants. Enjeu, bien sûr, des titres de champion de France de course en montagne, de trail court et de trail long, mais aussi des sélections pour les prochains championnats du monde qui auront lieu en Espagne du côté de Canfranc du 26 au 28 septembre. Sur la course en montagne, a priori, comme très souvent, les 4 premiers et 4 premières seront sélectionnés, alors que sur le trail court, Thomas Cardin et Clémentine Geoffrey ont une priorité de sélection obtenue grâce à leur titre de champion d'Europe individuel l'an passé. Dans le cas, bien sûr, ils seraient sélectionnés aux mondiaux, dans le cas, bien sûr, où ils démontreraient un niveau de forme suffisant pour être performants. Comme on l'a vu ce week-end au marathon du Mont Blanc, il ne devrait pas y avoir de soucis pour eux. Il y aura donc pas 6, mais 5 places à aller chercher sur le trail court pour les hommes, et 5 places pour les femmes, en n'ayant aucune garantie qu'en terminant entre la 2e et la 5e place, la sélection soit assurée, puisque, comme c'est précisé dans les critères de sélection, seul le et la championne de France seront prioritaires pour aller en Espagne fin septembre. Et sur les trails longs, il y aura 6 places maximum pour prétendre à la sélection, avec le même principe où seul le et la championne de France auront une priorité de sélection. Justement, les sélections officielles, elles seront publiées le 15 juillet pour le trail court et le trail long, alors que ce sera le 22 juillet pour la course en montagne, puisque une autre course de sélection pour la course verticale cette fois-ci, qui ne sera pas un championnat de France, aura lieu, elle, le 19 juillet du côté de Briançon, sur le Vauban Mountain Trail, avec un format de 6 km et 1150 mètres de dénivelé positif. Voilà, on a posé le contexte. On va maintenant pouvoir recevoir notre invité du jour, qui nous fait l'honneur d'être dans le trail qu'on aime. Une légende de l'athlète français, du trail et de la course en montagne, Julien Rancon. Julien, très content de t'accueillir dans le podcast. Tout d'abord, comment ça va? Et puis, est-ce que tu peux gambader en montagne comme tu le souhaites en ce moment? Bonjour à tous et merci à vous de m'accueillir. Ça va plutôt bien, même si j'ai toujours une petite douleur, un tendon d'Achille qui traîne depuis quelques mois, qui m'empêche de faire tout ce que je veux. Mais aujourd'hui, ça reste presque secondaire. J'arrive quand même à me faire un minimum plaisir. Et puis avec mes nouvelles missions à la Fédération française d'athlétisme, j'ai un petit peu moins de temps à consacrer à ma propre pratique, mais c'est pour la bonne cause, et c'est avec grand plaisir que j'ai pris cette mission. On va en discuter un peu plus précisément de ce que tu fais auprès de la Fédé. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si nos auditeurs et nos auditrices veulent apprendre à te connaître un petit peu plus, on leur conseille fortement d'aller écouter le podcast que tu as enregistré tout récemment avec Mathis Lénas sur On Your Marks. Première question, justement, Julien. Déjà, félicitations pour ton nouveau rôle à la Fédération française d'athlétisme. On l'a dit, tu as été nommé responsable des équipes de France de trail et de course en montagne.
Pour que tout le monde ait un petit peu en tête en quoi ton rôle va consister, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles vont être tes missions dans les prochaines semaines et dans les prochains mois? Alors, ouais, le responsable des équipes de France, c'est une partie de mes missions. Je suis responsable national de spécialité. Dans l'athlé, il y a énormément de spécialités, les sauts, les sprints, le sprint court, le sprint long, le demi-fond, etc. Donc, on a un DTN, un directeur technique national, qui est responsable de toutes les disciplines, qui s'appelle Franck Bignet, qui a été nommé début mai. Et en dessous de lui, alors il y a des adjoints également, mais en dessous de lui, il y a un responsable dans chaque spécialité. Et donc, moi, je suis le responsable national des spécialités de trail et course en montagne. Donc, bien sûr, c'est s'occuper de l'équipe de France, de la logistique, des sélections, des modalités de sélection, etc. Mais c'est un rôle qui est beaucoup plus large. C'est aussi l'organisation de manière générale de nos disciplines, que ce soit à travers des championnats de France, des challenges nationaux, la mise en place des modalités de sélection, mais aussi des attributions pour les listes de haut niveau, les niveaux des athlètes. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Ça peut être infini, voilà, ça va être délimité par le temps qui nous est imparti et aussi par le budget qui nous est alloué, parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut, malheureusement. Mais en tout cas, je vais participer aussi au développement de nos disciplines à travers la fédération. Très cool. Et justement, j'avais une question. Est-ce que ton nouveau rôle implique que tu peux plus participer au championnat de France et donc prétendre à une sélection en équipe de France, ou alors est-ce que tu as encore cette liberté-là si l'envie t'en prenait? Administrativement, je pense que ce serait possible, mais le jour des championnats de France, je me dois d'être sur le terrain et à ne pas courir au bord du terrain et puis à l'arrivée pour regarder ce qui se passe dans la course, vérifier que tout est conforme et puis suivre les courses. Donc non, c'est sûr, je ne participerai plus au championnat de France de course en montagne ou de trail, ni aux sélections. Mais de toute façon, j'ai atteint l'âge limite de sélectionnabilité, on va dire. Donc c'était un choix. J'avais dit que en 2024, j'avais loupé de très peu les championnats d'Europe. C'était ma dernière tentative, donc c'est pas une contrainte pour moi. J'avais déjà passé le cap depuis l'an dernier. Puis ça va, t'as encore un peu de marge avant de te faire attraper au niveau du nombre de sélections. Oui, et après, ça veut pas dire parce que je fais pas les championnats de France que je vais arrêter de courir en compétition. Bien sûr. Ça me laisse encore plein d'autres opportunités. Tu l'as dit un petit peu là, t'as parlé ta mission allait consister à construire un petit peu les modalités, les critères de sélection. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé dans le podcast et dont on a beaucoup débattu en off avec les gars. Moi, j'avais une question qui me taraudait un petit peu par rapport à ça. On sait donc que les prochains championnats de France de course en montagne et de trail vont être sélectifs pour les mondiaux. Pourquoi ne pas mettre dans les critères de sélection que les 4 places pour la montagne et les 6 places pour le France de trail long et trail court sont données aux personnes qui termineront à ces places-là aux France? Est-ce que tu as une réponse à nous donner? Oui, j'ai une réponse à vous donner. Alors moi, j'ai pas écrit les critères précis Bien sûr. mais j'ai participé à certaines discussions. Il y a 2 cas de figure, hein. La course en montagne un peu différente du trail. La course en montagne, les 3 premiers plus un qu'on se laisse, je dirais, à la marge en fonction des autres résultats des courses qui pourraient être sur un format similaire et du potentiel des athlètes. La grande majorité des cas, c'est les 4 premiers qui sont pris. Celui qui est regardé à la discrétion de la DTN, c'est en effet pour en cas de problème sur la course ou de maladie d'un athlète qui a un très gros potentiel. Donc ça va concerner un ou deux personnes chez les hommes, 1 ou 2 personnes chez les femmes maximum. Aujourd'hui, je pense que, pour le cas de 2025, tous les prétendants à la sélection seront au championnat de France, donc il n'y a pas vraiment de raison qu'on aille chercher à côté sur la course en montagne. Donc voilà, c'est toujours pour se garder une petite marge de sécurité et pour qu'on puisse rattraper un athlète qui aurait eu un problème ou une athlète qui a pas pu participer au championnat de France pour quelle que soit la raison. Sur le championnat de France, pour la partie trail, c'est un peu différent. Pour être tout à fait honnête, il y aura bien sûr plus que le champion de France qui sera sélectionné, ça je peux vous le dire en exclusivité. Ça va de soi.
Euh, alors, on n'est pas allé jusqu'au podium ou jusqu'aux 4 premiers, notamment du fait que sur le trail court, il y avait Clémentine et Thomas qui étaient présélectionnés et qu'on voulait mettre les mêmes critères pour le trail court et pour le trail long, et qu'on n'avait pas au départ la certitude du nombre d'athlètes qu'on allait pouvoir emmener, même si aujourd'hui on n'a pas, les modalités nous permettent d'aller jusqu'à 6. Ça, je préfère le préciser, mais c'est pas quelque chose qui est garanti. Les années précédentes, on allait jusqu'à 5. Aujourd'hui, on connaît le contexte financier, notamment de la fédération et de l'alignement avec les autres disciplines. Je suis pas totalement confiant pour emmener 6 athlètes sur chaque format et dans chaque sexe. Okay. Voilà, je tiens à le préciser. Et après, moi, je suis plutôt un partisan de favoriser les athlètes du championnat de France pour plusieurs raisons, parce que c'est l'endroit où tout le monde se confronte, c'est la course d'un jour, ça montre l'état de forme du moment et la capacité des athlètes de performer et de se préparer sur une course d'un jour. Un championnat du monde, ce sera le cas. Et puis, je suis aussi attaché au message qu'on envoie aux athlètes. La marge de manœuvre qu'on se laisse en disant qu'on prend que le premier, c'est bien sûr de piocher des athlètes qui participent pas au championnat de France et qui ont participé à d'autres épreuves pour construire la meilleure équipe possible. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on doit s'appuyer. Mais il y a aussi, ça c'est à l'instant T pour un championnat du monde de cette année, mais il y a aussi le message qu'on doit envoyer aux athlètes. Et à mon sens, si on sélectionnait que le champion de France, pour les années futures, quelle dynamique on crée, quel message on envoie aux athlètes, quelle est l'objectivité de nos réflexions. Parce qu'en dehors d'un classement sur une course comme telle, les autres critères, ils sont forcément un peu plus subjectifs, même si on a des outils de mesure, des chronos, des places sur des compétitions références, des cotations, ITRA, UTMB, etc. Ça reste un peu plus subjectif. Donc, le message que moi je souhaite envoyer aux athlètes pour la dynamique de la discipline, c'est que on a une course de référence, on s'appuie en majorité sur cette course de référence qui sera cette année le championnat de France et l'an prochain également sûrement. Moi, je suis 100% en phase avec toi, Julien, parce que aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas chez les hommes que chez les femmes, parce qu'il y a plus de densité, mais honnêtement, autant, je pense qu'on est entre guillemets un peu expert ici, et je sais pas si ce serait nous faire un cadeau, par exemple, que de devoir faire une sélection sans cours support, quoi, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que, alors il y a peut-être un ou deux noms qui pourraient se détacher, mais globalement, il y a une telle densité que c'est très dur de privilégier un nom sans s'appuyer sur un résultat et une confrontation entre les athlètes. Et très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, en France, on pourrait emmener 10 coureurs différents sur le trail long et avoir des équipes performantes, quoi. Et c'est vrai que après, il y a aussi ce que tu as souligné, Julien, c'est que aujourd'hui, il y a des coureurs qui ont fait le choix de pas venir, mais il y en a encore beaucoup qui ont fait le choix de venir et il y a des très très bons coureurs au départ. Si à l'arrivée tu dis oh bah finalement on n'en prend que deux et puis on en sélectionne quatre autres ailleurs, ben la prochaine course de sélection, t'en as combien de coureurs au départ qui sont de très bon niveau? Et ça, je pense que c'est important d'entretenir ça. Et moi, j'ajouterais aussi que l'historique du coureur par rapport au maillot peut compter. C'est-à-dire que celui qui a enchaîné 4, 5 sélections de suite, peut-être que lui, il peut avoir plus facilement une forme de repêchage parce qu'il a joué le jeu pendant longtemps. Mais pour moi, c'est difficile de rentrer en équipe de France, je trouve, sans avoir joué au moins une fois le jeu de la sélection, quoi. Oui, c'est toujours un compromis de créer la meilleure équipe possible, ce qui nous paraît être la meilleure équipe possible. Bien sûr que nous, on aura, que ce soit Adrien et moi, on aura un avis. Toi, tu en auras peut-être un autre. Tout le monde peut avoir son propre avis. Il y aura toujours du débat. Dès qu'on prend, quand on dit on prend les 4 premiers, il n'y a pas de débat. Il y a pas de débat. Là, il pourra y avoir du débat. Alors, je l'ai dit, on va prendre la majorité des athlètes sur le championnat de France, mais je n'exclus bien sûr pas de piocher quelques athlètes en dehors des championnats de France si on estime qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'équipe de France sur le terme dans le registre de la performance, aussi dans le registre humain pour l'équipe. Et puis, c'est bien sûr une question de performance, de régularité. On a des gens sur qui on peut compter
énormément et qui ont une fiabilité forte, d'autres qui l'ont un peu moins. Donc il y a tout un tas de critères. En tout cas, je peux vous assurer qu'on sera le plus impartial possible et que toutes les décisions seront prises de concert entre les concernés et puis de manière la plus objective possible. Justement, là, ça sera. Si tu peux nous dire un peu comment ça va se passer, je l'ai dit, les sélections pour le trail, ça sera le 15 juillet. Les sélections officielles annoncées le 15 juillet. La montagne, ce sera le 22 juillet. Comment ça va se passer un petit peu, vous, la semaine après les France, vous vous réunissez avec toi, Adrien Séguré, potentiellement le DTN, vous mettez autour d'une table et vous vous dites, OK, qui on prend pas, pourquoi on le prend pas. Et vous essayez d'avoir l'unanimité autour de vous. Il y a quand même quelqu'un qui va prendre la décision à la fin. Alors oui, donc pour le trail, c'est Adrien Séguré et moi. Pour la course en montagne, c'est Antonio Gallego, Laurence Vivier et moi. Donc dès la fin de la course des championnats de France, même pendant la course, on va avoir des discussions, on sera ensemble. Là aujourd'hui, c'est très difficile de se prononcer. La course référence c'est les France. On attend de voir qu'est-ce qui se passe, les écarts, quels sont les résultats. Pendant la course, on va commencer à discuter. Le soir même, on va déjà avoir une idée, on va discuter pour regarder les résultats, voir ce qui s'est passé, la physionomie de la course, comment elle s'est déroulée. Et puis, on va essayer de tomber d'accord. J'espère que ce sera le cas. Donc nous, Adrien et moi, on va faire une proposition de sélection à un comité de sélection de la fédération qui comprend le DTN, le directeur de la haute performance, le président de la Fédé et la présidente déléguée, et une autre élue qui est responsable du haut niveau. Donc nous, on présente une proposition de sélection. C'est ce comité de sélection qui a le dernier mot. En général, on est plus experts et plus techniciens que eux, donc on est suivi. Voilà. Ce qui peut poser problème, c'est le nombre d'athlètes. Nous, bien sûr, on va en proposer 6, parce que les classements par équipe sur le trail se font sur 3, l'addition des temps. Vous savez autant que moi qu'on a besoin de sécurité, qu'il peut se passer plein de choses sur des formats si longs. Donc, nous, on est convaincus qu'on se doit d'emmener 6 personnes pour assurer au maximum le coup. Donc, on va proposer 6 athlètes. Après, le comité de sélection, lui, il pourra nous dire non, les écarts sont trop importants, on n'en a que 5. Enfin, voilà, il va y avoir plus des discussions là-dessus, mais sur le nom des athlètes qu'on va proposer, le comité de sélection va nous faire confiance. Ok. Mathieu, toi, on sait que nos auditeurs et nos auditrices savent que les France de Trail Long, ça va être, c'est l'un de tes gros objectifs de ta saison. Moi, j'avais une question à te poser, c'est quelle place ils ont ces championnats de France pour toi, personnellement, mais aussi comment tu les places dans l'écosystème du trail par rapport à d'autres grandes courses. Et est-ce que tu vas sur ce France avant tout avec une motivation pour être champion de France, ou alors pour tenter la Sélec? Est-ce que tu fais parce qu'on parle beaucoup de sélection, mais faut pas oublier quand même qu'il y a un titre de champion de France à aller chercher et que c'est pas rien d'avoir un titre de champion de France. Donc toi, comment tu te situes un peu par rapport à tout ça? Déjà, je pense pas être en lice pour jouer la première place. C'est quand même des gars qui courent très vite et qui sont solides. Donc moi, je vais pas forcément pour être champion de France. Je vais sur les France, avant tout pour donner le meilleur moi-même sur un parcours qui m'attire aussi. Il y a aussi ça qui entre en jeu en fonction des parcours des années. Les France, ils ont pas la même importance pour moi, pour les coureurs alpins, pour les coureurs plus rapides. Et puis c'est toujours, franchement, c'est la course nationale référence. C'est la course où il y a le meilleur niveau français qui n'est pas ouvert aux internationaux. Donc c'est toujours cool de se mesurer par rapport à ce qui se fait mieux dans son pays. Et c'est sûr, le fait que ce soit sélectif, forcément, c'est un petit truc en plus qui fait que ça m'attire. Moi, j'ai eu la chance de goûter à l'équipe de France dans mes années jeunes en 2015 sur la course en montagne. Et là, ça fait 10 ans et c'est quand même une sensation spéciale de mettre un maillot. Donc forcément, on a la chance d'avoir les mondiaux en plus qui sont pas trop loin. Donc c'est un tout qui fait que cette course m'attire. Un parcours aussi qui convient bien à mes qualités. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai un petit peu organisé ma saison autour de cet objectif pour être le plus près possible sur cet événement. Et je pense que c'est bien perso que les France soient support aussi de la course de sélection. Ça permet de densifier et de faire un événement et mettre encore plus de valeur sur ce championnat. Et puis j'ai un petit message aussi pour le comité de sélection. Si jamais je suis sur la sellette pour la 6e place, je trouverai le budget pour payer tout seul mon déplacement et mon maillot. Donc voilà.
On a parlé du budget, mais ce n'est pas qu'une question. Ce n'est pas qu'une question, Oui, je m'en doute c'est pas bien. qu'une question de budget. Et puis bon, faut qu'il y ait de la cohérence aussi avec les autres athlètes. Ce serait anormal que certains athlètes payent, d'autres ne payent pas. Il faut qu'il y ait quand même de l'harmonie et qu'on fasse pas de, de différence entre les athlètes. Juste, ça me fait penser qu'il y a quand même des fédérations qui ont beaucoup moins de budget où c'est les athlètes qui se déplacent avec leur propre budget. Je me souviens des championnats du monde en 2019 au Portugal, justement, où Julien, t'avais été champion du monde. Vice-champion du monde? Deuxième. Deuxième, ouais, vice-champion du monde. Et je me rappelle, l'équipe d'Algérie, je crois, avait, entre autres, avait payé son déplacement, avait acheté ses maillots, etc. Donc on espère ne pas en arriver là. Mais faut saluer hein, au niveau international, la France est un des pays qui met le plus de moyens pour emmener des équipes compétitives et au-delà du fort potentiel sportif qu'on a dans notre pays, clairement les résultats qu'on a eus lors des derniers championnats, ils sont en grande partie dus au fait que on met les moyens pour emmener les athlètes, ce soit pas de leur poche. Voilà, les deux derniers championnats, avec celui qui vient, ont eu lieu en Europe, donc en Autriche et puis celui-là en Espagne. Mais quand il faut aller, comme ça a été le cas en 2022 en Thaïlande, bah forcément que s'il faut tout prendre à ses frais, peut-être qu'il y a des coureurs qui hésiteraient à aller représenter leur pays. Là-dessus, on a toujours eu des super supports de la part de la Fédé, même si voilà, on espère toujours mieux, plus de visibilité pour l'équipe de France, mais là-dessus, ça a toujours été très bien. Et je pense que ça peut faire un peu la transition aussi avec je crois, un nouveau partenariat dont tu voulais parler, Alex, peut-être. Ouais, on peut en parler maintenant si tu veux. Effectivement, il y a une autre nouvelle qui est tombée récemment. Les équipes de France de trail et de course en montagne vont établir leur nouveau camp de base dans les Hautes-Alpes à Briançon. Après des années en partenariat avec le magnifique Cantal pour l'équipe de France de trail et je crois qu'il y avait un partenariat avec les Vosges pour l'équipe de France course en montagne. Et ben désormais, les équipes de France, elles vont se réunir en stage. J'imagine, tu nous diras Julien, mais ça doit être deux voire trois fois dans l'année pour que les équipes puissent se regrouper, s'entraîner. Et juste après, d'ailleurs, que les sélections soient annoncées, il y aura sûrement un stage d'organiser du côté de Briançon pour que les équipes de France puissent préparer au mieux les mondiaux. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et quelle est la volonté de la Fédé derrière tout ça avec ce partenariat? Ouais, alors moi, je suis pas à l'origine du projet. C'est un projet qui date de 2023 déjà, qui a mis un peu de temps à se mettre en place et qui s'est accéléré un petit peu en fin d'année 2024. Oui, bah, clairement, c'est d'avoir un lieu qui est propice à la préparation terminale des championnats internationaux. Hein, donc cette année, un championnat du monde. Alors cette année, ça tombe hyper bien. C'est à peu près à la même altitude que l'altitude de départ des championnats du monde, un terrain de jeu qui est un peu identique. Donc ça colle vraiment parfaitement à la préparation. Donc on aura un stage début septembre pour les deux disciplines, trail et course en montagne. Voilà. Et puis bah après c'est une volonté souvent politique des différentes collectivités, notamment la ville de Briançon, d'accueillir bah, les équipes de France et peut-être plus largement à terme le, le registre la course en montagne et du trail. Voilà, on pense déjà un peu aux Jeux Olympiques d'hiver 2030 avec peut-être des actions dans cette direction-là. Mais voilà, donc on sera hébergé au centre d'oxygénation, qui est un centre municipal qui existe depuis très longtemps, qui est en train de refaire peau neuve sur certains équipements, qui est bien équipé sur les installations sportives et d'accueil, hébergement, restauration. Voilà, donc ce sera bon pour cette année, on aura uniquement un seul stage à Briançon. L'an prochain, on a déjà un peu de visibilité puisqu'on a des championnats d'Europe qui auront lieu en Slovénie début juin. Donc c'est pareil, on aura vraisemblablement un stage de préparation là-bas sur un terrain qui est comme cette année assez identique au championnat international. Donc c'est vraiment des conditions qui sont pour nous quasi parfaites. Conditions d'entraînement, conditions d'accueil et puis volonté politique. Et puis moi j'avais une autre question. Je sais pas si tous nos auditeurs et nos auditrices sont au courant, mais on a des championnats du monde et d'Europe réunifiés de trail et de course en montagne
depuis seulement 2022. Avant, on avait toujours des championnats qui étaient divisés. On avait d'un côté le trail et puis d'un autre côté la course en montagne. Depuis 2022 et les championnats d'Europe à La Palma, on a donc des championnats qui sont réunifiés. Est-ce que avec 3 ans de recul, tu penses que cette réforme, on va dire, était une bonne chose pour la discipline? Est-ce que ça permet d'avoir un peu plus de lisibilité? Et puis je complète, est-ce que avoir 2 formats de course en montagne, un format dit classique en montée-descente et un format vertical le même week-end, c'est aussi une bonne chose pour la course en montagne? Alors, pour ta dernière question, il y a toujours eu ces 2 formats classiques montée-descente et puis montée-sèche. Le format montée-sèche c'était en alternance une année sur 2, de manière antérieure à 2022. Le format montée sèche a été un peu raccourci de manière à ce que les athlètes puissent enchaîner les 2 compétitions sur le même championnat. Donc pour des championnats du monde, c'est le jeudi puis le dimanche. Pour les championnats d'Europe, il y a un jour de moins puisqu'il y a une épreuve de trail en moins, donc c'est vendredi plus dimanche. C'est des choses que les athlètes ont plutôt l'air d'apprécier. Il y a beaucoup d'athlètes qui doublent les 2. Nous, on aurait la possibilité de mettre des athlètes performants sur les 2 disciplines, donc on est plutôt une grosse nation. C'est un peu moins problématique, mais pour les petites nations, je pense que c'est plutôt une bonne chose que les athlètes puissent enchaîner les 2. Et puis sur le fait de regrouper le trail et la course en montagne, moi je suis plutôt satisfait de ce regroupement. Au départ, on avait un peu la crainte de se dire, tiens, les niveaux vont se répartir un peu entre les différentes disciplines. On a souvent des athlètes qui pourraient participer au championnat de France, au championnat du monde de classique, par exemple montée-descente, et puis au championnat du monde de trail court. S'ils étaient distincts, ce serait possible. Là, réunis, ce n'est pas possible, mais bon, finalement, on se rend compte que le niveau des courses est quand même très très bon. Il est toujours en train de continuer à monter. Donc sur l'aspect sportif, je crois que c'est plutôt positif aussi. C'était sur l'aspect sur lequel on avait le plus de crainte. Et puis sur l'aspect organisationnel, ça crée un gros événement avec beaucoup de monde, beaucoup d'athlètes. Ça regroupe les médias. Alors c'est peut-être un peu plus de contraintes pour les organisateurs. Il faudrait leur poser la question. Mais en tout cas, d'un point de vue sportif, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et voilà, faut trouver l'équilibre entre la visibilité de la course en montagne et du trail. Aujourd'hui, peut-être la montagne est un peu moins visible sur les championnats du monde, peut-être un peu plus sur les championnats d'Europe. Il n'y a qu'une épreuve de trail, donc il y a un peu moins de monde là-dessus. Voilà, je trouve il y a peut-être quelques adaptations à faire. Comme chez les juniors, on a au championnat du monde seulement un montée-descente. Au championnat d'Europe, on a les 2 formats. Peut-être un peu d'équilibre à trouver et d'harmonie sur les compétitions, mais en tout cas, je pense que pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le sport étant en train de se développer, je pense que la question de la densité des courses se posera de moins en moins parce il y aura toujours de plus en plus de coureurs de très bon niveau. Je vais faire un parallèle avec le cyclisme, mais je pense pas que dans le cyclisme, par exemple, on va mésestimer la victoire, j'en sais rien, sur le Tour d'Italie ou sur la Vuelta, parce que peut-être Tadej Pogačar ou Jonas Vingegaard ne sont pas là. Donc voilà, on a encore ce genre de choses qui existent, certains très bons coureurs qui viennent pas faire les championnats, mais aujourd'hui la densité fait que c'est très bien. Moi, pour la montagne, je pense que forcément elle a un petit retard de déficit d'image, donc au sein du championnat elle est peut-être un peu noyée. Par contre, je pense que ça lui permet aussi d'être dans un événement qui est peut-être plus regardé que quand il y avait un championnat séparé. Parce que, alors après, ça c'est aussi très, je pense, dépendant du pays dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'en France, on avait peut-être plus de focus sur le trail, moins sur la course en montagne. Je pense que si on était allé en Italie avant, c'est le contraire. Je pense qu'il y avait un peu plus de culture course en montagne et un peu moins de trail. Mais globalement, c'est plutôt bien. Et pour avoir vécu de l'intérieur le dernier championnat du monde à Innsbruck, ça avait été, je pense aussi, peut-être un peu plus facilité par la date que celle qui sera proposée cette année. Mais j'avais vraiment l'impression que ça allait dans le bon sens et que ça allait devenir un événement vraiment référence parce qu'il y avait vraiment des très très gros coureurs. Et puis ce choix de périodicité tous les 2 ans en alternance avec le championnat d'Europe.
je pense que c'est pas mal parce que ça permet à des athlètes de continuer à courir sur les grandes classiques du calendrier, puis potentiellement à venir disputer le championnat du monde. Donc globalement, je pense que ça allait vraiment dans le bon sens. Ce qui, pour moi, fera encore passer un cap, c'est de pousser la communication et ça, c'est pas si simple parce qu'on l'a vu l'année dernière, c'était sur un gros événement, le championnat d'Europe de trail. Ça a des bons côtés parce que ça a bénéficié de l'éclairage médiatique de la Maxi Race, mais d'un autre côté, on a aussi vu que le jour du championnat d'Europe, il y avait le format historique de la Maxi Race avec des coureurs très médiatiques et que ça avait créé un peu de confusion. Donc, c'est un équilibre à trouver qui est pas simple, mais je pense que c'est plutôt bien d'avoir tout réuni comme ça, quoi. Alors non, les France de course en montagne ne seront pas diffusées. Alors c'est aussi un problème de budget et du coup c'est la première année qu'on a ce regroupement sur le même site des championnats de France de trail et de course en montagne, alors que d'habitude c'était séparé. Et finalement, ça fait beaucoup de budget pour produire des images sur les 2 week-ends. Et donc malheureusement, c'est la course en montagne qui en a subi un peu les frais. Notamment du fait aussi que les championnats de France de trail seront retransmis sur l'équipe et qu'il y avait un peu plus de possibilités de diffuser le championnat de France de trail. Mais si on avait 2 organisateurs différents, c'est 2 budgets différents, donc c'est peut-être un peu plus facile de trouver des moyens de diffuser. C'est peut-être le point négatif. Alors je ne jette absolument pas la pierre à l'organisation de Val d'Isère, qui a fait des gros efforts là-dessus. Mais voilà, on imagine bien que les budgets sont parfois un peu limités et que il faut faire des choix. Donc il n'y aura pas de live sur le France de montagne. Ça marche. On a fait le tour de nos questions. On sait que tu pars justement juste après le podcast pour Val d'Isère pour aller prendre tes quartiers avant ce week-end. Messieurs, il y avait d'autres questions pour Julien ou on est tout bon? Moi, j'ai une petite question d'ordre technique et réglementaire. Les championnats de France, c'est les courses qui sont du coup sous le label de la FFA et il me semble que la musique est interdite sur ces courses. Est-ce que c'est bien toujours le cas sur les championnats de France de trail et est-ce que cette règle sera appliquée du coup? Bonne question. Ça avait été interdit, mais je crois que ouais, c'est une bonne question. Je vais pas donner de réponse parce que je veux pas dire de bêtises. Mais on va checker sur le règlement. En tout cas, en effet, c'était interdit auparavant, mais je crois qu'il y a eu un alinéa qui a été rajouté, donc à confirmer. Mais si c'est écrit dans le règlement, ce sera appliqué. En tout cas, il y a un jury avec des juges arbitres et des personnes qui sont responsables de faire appliquer le règlement. Donc. Après vérification du règlement, Julien nous a fait un petit retour. La musique est bien autorisée. Donc soyez attentifs, auditeurs, auditrices qui participaient au championnat de France de course en montagne et ou de trail à bien prendre le matos obligatoire et à ne pas faire comme notre cher ami Laurent Wauquiez, qui d'ailleurs vient de ta région, Julien, parce que toi tu es du Puy-en-Velay tout comme lui, mais lui il a pas lu les règlements a priori. Voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps, Julien. C'était très chouette de faire un petit point avec toi quelques jours avant les championnats de France. On espère qu'il y a justement beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui y participeront et on espère les croiser sur les week-ends qui arrivent. Bon courage pour l'organisation et puis pour les derniers préparatifs avant les France. Et puis on se voit ce week-end avec grand plaisir. Eh ben ouais, merci à vous et à ce week-end. Ouais, salut Julien, merci. Salut, merci Julien. Salut. Allez, on va continuer cette page spéciale réservée aux France de montagne et aux France de trail court et de trail long en vous donnant nos petits favoris et favorites pour les courses qui arrivent. Et dans l'équipe, donc on a décidé de vous donner un homme et une femme que l'on aurait bien envie de voir réussir sur chacune des distances. Et on va commencer par la course en montagne du côté des hommes, en commençant par le favori de Mathieu. Allez, de mon côté, j'ai choisi le petit poulain de Sylvain Cachard, Baptiste Massot, un triathlète de haut niveau qui a eu marre de sa discipline et qui est venu un petit peu découvrir la montagne et le trail et qui est désormais drivé au niveau de l'entraînement par Sylvain Cachard et qui j'ai eu la chance de partager 3 semaines d'entraînement à Livigno. Et donc, il avait fait, c'est déjà en ce début de saison, une 4e place au semi de la Transvulcania où il y avait un très très gros niveau, à 1 minute 20 du vainqueur Lucas Del Perro qui a fait des étincelles dans ce début de
saison. Donc je pense que la forme est pas mal. Il a montré une belle discipline au stage et j'espère que ça va payer au championnat de France. Nico, ton favori? Allez, on va faire un peu de corporatisme. Il y a deux cartouches chez Brooks, mais je vais choisir celui qui a le plus brillé, on va dire, depuis le début de la saison, Pierre Galbourdin, qui a fait plusieurs très belles manches sur les Golden, qui sort d'un très beau stage en altitude aussi et qui a l'air en grande forme. Et puis aussi pour la petite, pas dire revanche, mais l'année dernière, on s'en rappelle, il avait raté la sélection quasiment au sprint. Donc je lui souhaite de terminer dans les quatre ce week-end. Bon bah moi du coup je vais sortir la deuxième pépite de chez Brooks, Maël Allaire qui a assez irrégulier malheureusement à très haut niveau encore avec la fougue de la jeunesse, mais un talent fou et qui s'il sort la grosse course le jour J, je pense pourra aller titiller les quatre grands favoris sur la course en montagne. Théo? Moi, de mon côté, ça sera Romain Discher. On avait vu la saison dernière, notamment au championnat d'Europe, qu'il était vraiment au-dessus du lot et qu'il pouvait vraiment faire du très très haut niveau. Et du coup, on l'avait vu aussi sur le KV de Chamonix ce week-end. Donc, je mets une petite pièce sur Romain. Sans oublier quand même les deux grands favoris restants. On n'a pas cité Théodore Klein, le troisième des championnats d'Europe de l'an passé, qui semble lui aussi très en forme. Et puis Quentin Melleux qui depuis quelques années ne cesse de nous impressionner sur les formats course en montagne. Donc une course qui va être bien disputée. Et puis aussi à citer notre pote Fleury Roux qui a réalisé un beau petit KV à Chamonix, qui sera aussi présent sur la course. Du côté des femmes, Mathieu? Allez, ma sélection, ce sera aussi corporate. J'espère que Noémie Vachon, on va sortir un petit peu de cette spirale un petit peu en dents de scie là qu'elle a depuis la fin de saison dernière. Donc, elle a fait troisième du 50 km du Ventoux. Puis, elle a fait, malheureusement, elle a abandonné à Zegama. Donc, j'espère qu'elle va pouvoir s'exprimer sur ce format un petit peu plus court. Nico? Allez, moi je vais citer Julie Lelong qui fait partie du même club que moi à l'ALE Chirol et qui globalement progresse d'année en année et qui aura normalement deux chances puisqu'elle va participer au championnat de France de course en montagne et puis sera aussi sur le trail court la semaine suivante. Donc si elle pouvait s'enlever de la pression en se sélectionnant dès le premier week-end, ce serait pas mal. Moi, je vais citer Jade Rodriguez, une jeune athlète qui avait fait énormément parler d'elle dans ses années jeunes, qui a eu un peu plus de difficultés ces dernières années, qui a de nouveau très bien performé l'année dernière puisqu'elle s'était qualifiée en équipe de France pour les championnats d'Europe. Donc, je pense qu'elle sera de nouveau très compétitive ce week-end sur les France. Théo? Et bah, de mon côté, ça sera Florence Béros à qui je souhaite une sélection et en espérant une belle course le week-end prochain. Allez, on va pouvoir passer au trail court et on va commencer par les hommes avec le favori de Nico. Et ouais, je vais faire du corporatisme. Je vais citer Sylvain Cachard, qui a fait un beau stage, qui est en train d'essayer de devenir un trailer plus durable, on va dire. Donc il a fait un stage avec des ultra trailers récemment du côté de Livigno, dont Mathieu faisait partie. J'espère que ça fonctionnera comme toujours quand on change des choses. Il y a des inconnus, mais voilà, je pense que ça reste un format où il est quand même capable de transférer ses qualités, car ça sera pas encore aussi long que les championnats du monde s'il a la chance d'être sélectionné. Mathieu? D'ailleurs, petite auto-promo, je suis en train de monter une vidéo où je vous parle de la transformation de Sylvain Cachard. Il essaye de se métamorphoser, donc il a dû passer quelques fois par l'état de larve en terminant les sorties, mais on lui souhaite que d'ici les France, il ait retrouvé ses ailes de papillon. Et de mon côté, j'ai été surpris de voir dans la liste le nom de Sébastien Speller, donc curieux de voir que celui qu'on connaît et qu'on retient plus pour ses courses, ses très grosses courses sur des formats roulants comme la Saint-Élion ou les Templiers, de revenir se frotter aux courses sur un format qui demande des qualités qu'on lui prêterait pas forcément dans le raid en montagne, mais hâte de voir ce qu'il va faire après une victoire en début de saison sur le 70 km du Trail du Ventoux, et puis aussi un DNF au 100 miles d'Alsace-Bas-UTMB, donc surpris de le voir là, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et puis je crois, Théo, qu'on a le même favori en la personne de Thomas Butès qui nous a claqué un énorme cross du Mont Blanc le week-end passé en terminant troisième juste derrière Simon Pacard. Il a fait des championnats de France de trail court l'un de ses gros objectifs, donc lui aussi court après sa première sélection en trail, donc on lui souhaite. Et puis on va pouvoir évoquer aussi les autres grands favoris que seront Loïc Robert, Fred Tranchant, Théo Bourgeois qui s'est fait un petit peu mal au genou, donc sa participation est en suspens, mais qui s'il est là sera très costaud. Damien Imbert, Sébastien Poésy, Dylan Ribeiro, Arnaud Bonin ou encore Simon Guignard. On passe aux femmes sur le trail court. Nico? Je vais laisser la grande favorite à Matt.
Moi, je vais dire Adeline Martin. Elle répond tout le temps présent. Elle sera, j'espère, encore un pilier de l'équipe de France parce que c'est vraiment une valeur sûre. Donc, j'espère qu'elle fera un beau championnat de France pour encore apporter toute son expérience du côté de l'Espagne au mois de septembre. Mathieu? Ouais, de mon côté, je suis allé vraiment à la facilité. Lucie Germain qui vient de faire un 3 sur 3 sur les manches de skyrunning, donc 3 victoires en début de saison. Elle semble vraiment en forme et plus épanouie que jamais chez son nouvel équipementier normal. Je pense qu'elle va être très très solide et difficile à détrôner. Alors moi j'ai une très grosse surprise que je vais pas vous annoncer pour pas lui mettre trop de pression, mais attendez-vous à ce qu'elle soit dans les quatre. Mais du coup je vais quand même vous citer pour moi quand même la grande favorite qui, si elle est à son meilleur niveau et si elle a bien appréhendé le format qui sera un peu plus long pour elle qu'à son habitude, Cécile Jarousseau, championne de France de cross et de course en montagne qui s'est mise qui se consacre et qui semble aujourd'hui prioriser un petit peu plus le trail. Donc j'ai vraiment très très hâte de voir la bataille qui vont se mener avec Lucie dans 2 semaines. Théo? Et ben moi, je verrais bien claquer une grosse course. Anaïs Guillot, qui vient de gagner c'est les 3 courses auxquelles elle a participé cette année en 2025. Donc c'était le Malpassant, le Trail du Moucherotte, qui est quand même peut-être un petit peu moins connu, et puis le quart de tour à la Maxi Race. Donc je pense que ça peut être clairement une des révélations de ces championnats de France. Est-ce qu'on fait le trail long homme puisqu'on sait déjà qui va gagner et ce sera notre bon ami Mathieu Delpech? Est-ce qu'on parle des autres ou pas? Est-ce qu'il y a On vraiment va la quand même parler concurrence? des autres. On va finir aussi peut-être sur les autres favorites qu'on n'a pas citées sur le trail pour femmes et notamment Marie Goncalves qui est peut-être pas sur son meilleur terrain mais qui sera quand même une des favorites au départ. Tout à fait. Le trail long, Nico, ton favori? Ah, c'est pas simple. T'inquiète, je me bouche les oreilles. Je vais aller je vais aller quand même au plus logique. J'ai 2 grands favoris, mais je vais en choisir un. Je dirais Benjamin Roubiol. Bah, il est quand même champion du monde en titre. Je pense qu'on est un sport où des fois on a tendance à être un peu trop dans la culture de l'instant, mais il va retrouver des terrains très proches de là où il avait excellé à Innsbruck. Donc, je vois bien aller chercher, enfin conserver son titre de champion de France, puisque c'est Benjamin qui détient le titre. Mathieu? Moi, je vais sortir, attention, là, une grosse cote. Nicolas, petit frère, j'espère qu'il nous écoute pas parce qu'il est un petit peu sensible à la pression. Mais s'il a pas de problème respiratoire quand il se met à stresser, je pense qu'il peut sortir une très très belle course. Et je pense qu'il a fait une prépa vraiment vraiment complète et apparemment il est assez satisfait de sa forme. Et donc, je pense que le YouTuber peut surprendre plus d'un athlète sur ces championnats de France. Moi, bah difficile forcément si on part sur la partie favori de pas citer Benjamin Robiol, mais je pense que Baptiste Chassagne a montré ces dernières années qu'on pouvait largement compter sur lui, surtout quand il faisait une course l'un de ses objectifs. Donc en tout cas le triptyque Baptiste Chassagne, Louison Coiffé, Benjamin Robiol, ça s'annonce assez explosif. Donc j'ai vraiment très très hâte de suivre ça. Théo? Et ben moi, je vais miser aussi sur une des autres grosses codes. Alors peut-être pas pour la gagne, mais franchement pour une très belle place, je pense. C'est Léo Rogom qui s'est révélé notamment auprès du grand public cette année sur la Adidas T-Rex Maxi Race, pardon. Enfin, en gros sur la Maxi Race, en finissant deuxième. Et il a quand même fait 2 top 20 à la Diag. C'était en 2022 et en 2024. Donc, pardon, 2023, 2022-2023. Donc, je pense que clairement, il peut être en forme ce jour-là et claquer une belle perf. Allez, on termine avec les favoris du trail long chez les. Ah non, je cite quand même les autres favoris, même si on en a cité beaucoup sur le trail long homme. La présence de Loïc Roland, d'Antoine Thiriat, de Martin Carne ou encore de Robin Juillaguet. Et puis bien sûr de Mathieu Delpech. Allez, on finit avec le trail long femme. Nico, ta favorite? Celle qui partage ma vie, Jennifer Lemoine. Alors, je sais pas si c'est la favorite, mais ouais, j'ai à cœur qu'elle fasse une belle course pour récompenser toutes ces dernières années de pratique. Alors les autres, on sait pas ce qu'ils font parce qu'on vit pas avec eux, mais moi, je sais ce qu'elle fait au quotidien. Mon boulot, c'est aussi d'entraîner des gens et honnêtement, ça fait partie des gens qui s'entraînent le plus dur en France. En tout cas, des gens que par rapport aux autres athlètes de haut niveau que je peux encadrer. Donc voilà, elle a fait une bonne prépa. On habite quand même à la montagne, donc sur un terrain qui est peut-être pas aussi montagneux que Val d'Isère, mais on a de quoi faire pour se préparer. Voilà, elle est forcément physiquement un tour en dessous de la grande favorite, mais je pense qu'elle a sa chance pour aller cueillir une sélection en équipe de France. Mathieu?
Moi, je vais choisir une athlète du Massif Central, Laure Paradan, qui a rejoint cette année le team Rossignol et qui depuis qu'elle est chaussée de Rossignol, a fait 3 victoires sur ce début de saison chez elle à la Romagnatoise. Ensuite, elle a gagné aussi la Cité de Pierre et puis enfin une victoire aussi sur le Ventoux IBA UTMB. Donc, elle est sur une belle lancée. Je pense qu'elle pète pas mal sur ses France. Moi, je vais citer Anne-Cécile Thévenot, celle qui avait créé la surprise en terminant 7e de la CCC l'an dernier, qui avait été invitée au stage de l'équipe de France dans le Cantal en septembre dernier. Et je pense elle pourra être très en forme et on va pouvoir compter sur elle pour aller chercher, j'espère pour elle, un podium. Théo? Et ben moi, ça sera Agathe Bess. J'en ai déjà rapidement parlé la semaine dernière, enfin sur le dernier podcast, parce qu'elle avait remporté le trail du 50 km de l'UTHG et notamment elle a remporté le trail de l'Étendard, la traversée nord de l'année dernière. Donc voilà. Et puis en plus, elle est coachée par Nico, donc lui sait peut-être plus si elle est en forme ou pas. On va quand même vous citer la grande favorite, celle qui ne semble pas avoir véritablement de concurrence si elle est à son meilleur niveau. En plus, elle connaît le terrain par cœur. Anne-Lise Rousset sera de la partie, elle qui a fui les équipes de France depuis quelques années. Et ben, elle est de retour sur un championnat de France et a priori, elle semble très en forme. Elle est championne de France 2023 quand même, hein. C'est elle qui avait gagné du côté de l'Aveyron. Oui, mais elle a quand même fui les équipes de France. C'est vrai. Donc on va voir, hein, ça se trouve, elle sera championne de France, mais elle peut refuser la sélection. Hein. On verra si elle sera du côté de l'Espagne fin septembre. On a juste peut-être pas cité les formats qui attendront les coureurs. On a parlé de trail court, trail long, mais est-ce que tu peux peut-être rappeler les distances qui occuperont les coureurs sur ce championnat de France de trail, Alex ou Matt, qui Ouais. doit connaître le long en tout cas, j'espère. En tout cas, sur la course en montagne, ce sera les formats un petit peu habituels avec 12 km 5 et 900 mètres de dénivelé. Sur le trail court, on sera aux environs de 32 km pour 2600 mètres de dénivelé positif. Et puis toi, Mathieu, rappelle-nous le chantier qui t'attend. Bah, au final, le ratio est moins élevé que sur le trail court, puisque nous, on a 72 km et 4008. Mais effectivement, vous avez une petite boucle en moyenne du côté du long qui est un peu plus roulante. Faut être plus complet, du coup. Tout à fait. Tout à fait. Je laisse désormais la parole à Nico et à Théo qui vont vous donner leurs meilleurs conseils pour résister et lutter contre cette chaleur actuelle abominable. Messieurs, c'est à vous. Allez, parlons d'un sujet d'actualité, la chaleur et l'entraînement. Aujourd'hui, on souhaitait vous parler des stratégies de cooling, donc en gros, c'est le refroidissement. On a pu voir ce week-end les images de Western States où c'est clairement un enjeu clé. On a pu voir des foulards remplis de glaçons, mais aujourd'hui, quand on voit la canicule qu'on a même en Europe, on sait que la gestion de la température, c'est un élément clé pour ne pas exploser. Et vu comment on est parti, ça risque d'être de plus en plus important de maîtriser cette chaleur pour les décennies à venir. Allez, j'enchaîne avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler à proprement parler des stratégies. Je vais faire un bref rappel un peu du fonctionnement de notre organisme. Quand on veut produire un mouvement, il faut générer une certaine énergie mécanique, celle que vous pouvez mesurer sur votre capteur puissance si vous en avez un sur votre vélo ou l'estimation, enfin même un capteur à pied comme le Stride ou une estimation donnée par votre montre. En revanche, c'est loin de constituer toute l'énergie qui est mobilisée par le corps humain, parce que le corps, c'est une machine au rendement très moyen, parce que près de 3/4 de notre énergie va être dissipée sous forme de chaleur, donc seulement 20 à 25% va servir à produire du mouvement. Donc le corps va devoir évacuer cette chaleur, puisque notre organisme, lui, cherche à maintenir une température corporelle qui est relativement constante, même si elle augmente un petit peu durant un effort. Et ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Pour ce faire, l'organisme va mettre en place deux choses principales, une vasodilatation pour évacuer la chaleur par le sang, et une sudation, puis une évaporation. Enfin, notre ingénieur en chef, Mathieu, pourrait mieux l'expliquer que nous, mais pour faire évaporer de l'eau, il faut une certaine énergie, et donc ça permet d'éliminer la chaleur présente dans notre organisme. Et ces stratégies de cooling, elles vont donc viser à assister ces phénomènes que je viens de vous expliquer pour évacuer plus de chaleur et donc de maintenir une intensité élevée plus longtemps. Et il faut bien différencier l'acclimatation qui va permettre à notre corps de mieux gérer cette évacuation de chaleur en suant plus notamment et en augmentant le volume plasmatique. Donc le sang, ça a un rôle de caloporteur c'est un peu comme l'eau qui peut circuler dans vos réseaux de votre chaudière pour vous chauffer durant l'hiver. Et donc si on a plus de volume plasmatique, on peut plus transporter entre guillemets de chaleur et plus en évacuer. Et pour ce faire, il y a des stratégies de refroidissement pour maximiser tout ça que Théo va vous présenter.
Yes, du coup, il y avait 4 points essentiels à aborder. Le premier, c'est le choix de l'équipement et c'est vraiment impactant. Parfois, c'est négligé. On privilégie des vêtements respirants pour permettre une évacuation de la chaleur et de la transpiration. Et surtout, on choisit des couleurs claires. Ce week-end, sur le cross du Mont Blanc, j'ai encore engueulé un athlète qui était chez nous, habillé tout en noir. Et évidemment, à la flégère, il avait trop chaud. Alors oui, le style, c'est bien, mais c'est quand même con de baisser son niveau de perf juste pour des vêtements noirs. Pour le point numéro 2, c'est le rafraîchissement. Ça peut paraître tout bête, mais il y a un vrai intérêt à mouiller ses vêtements dès que c'est possible. Donc, soit lors d'un ravitaillement ou lorsqu'on croise un un cours d'eau. Et là, il faut viser les zones clés, la tête et le cou principalement. Et après, s'il y a la possibilité de mettre de la glace sous la casquette ou autour de cou dans un buff, par exemple, ça peut être vraiment intéressant. Ouais, et globalement, toutes les grosses artères, puisque comme on l'a expliqué, le corps va faire circuler du sang en surface pour favoriser les échanges. Et donc, si vous venez mouiller notamment vos grosses artères où circule ce sang, bah, ça permet un échange thermique avec le sang pour évacuer plus de chaleur et de l'eau fraîche, notamment bah, en montagne. On a de la chance quand ça coule des ruisseaux. On a notamment vu Thomas Cardin sur le marathon ce week-end prendre une belle douche dans la flégère. Il avait l'air d'être un peu en surchauffe et souvent ça a des effets assez bénéfiques. Point numéro 3, le pacing. Alors, c'est sûr que quand on est exposé vraiment à la chaleur, les données vont partir à la hausse ou en tout cas vont être modifiées par rapport aux habitudes. On a la FC qui va monter beaucoup plus vite, par exemple pour une même vitesse ou une même puissance. Et franchement, il faut accepter de ralentir. Et ça va être surtout important sur les heures chaudes de la journée, donc typiquement entre 10h et 18h. Et là, tout à l'heure, juste avant le podcast, j'ai pu lire un article de Carol Speed, dont je vous conseille évidemment son contenu, qui disait qu'en fait, les seuils physiologiques d'un point de vue FC restaient stables et fiables par rapport à la chaleur, mais par contre, on peut avoir des pertes de puissance ou de vitesse de l'ordre entre 10 et 20%. Tout à fait, ça c'est fondamental et on réexplique un petit peu, mais vu qu'il faut évacuer la chaleur, bah plus on génère de vitesse, plus on génère de puissance, plus on génère de chaleur et plus il faut l'évacuer. Donc il faut vraiment avoir cette vision qu'à un moment donné, ça peut plus être cette accumulation de chaleur qui va être un facteur limitant dans votre effort, plus que vos capacités physiologiques classiques. Donc bien attention à être plutôt prudent dans les conditions chaudes et notamment éviter de se mettre en surchauffe trop tôt dans la course pour souvent avoir bah, mal finir, avoir du mal à évacuer la chaleur. Je reprends l'exemple du marathon du Mont Blanc, mais c'est un bon exemple parce qu'on a une début de course plutôt frais, puis un final très très chaud, très exposé du côté de la flégère. Donc prime encore plus importante que d'habitude à la gestion dans les conditions chaudes. Et point numéro 4, la chaleur, ça a aussi un impact sur la stratégie d'hydratation et de nutrition qu'on peut avoir en course. Plus il fait chaud, plus on transpire, et cela va donc réduire la capacité d'absorption. Donc on doit absolument adapter notre stratégie de nutrition, et comme en parlait Valentin Lacroix, ça peut être intéressant de se peser avant et après l'entraînement pour voir si on s'hydrate assez lors de l'effort. Et voilà, pour une fois que la balance, ça peut vous servir, autant la sortir et éviter qu'elle prenne la poussière. Et pourquoi pas changer les parfums et des produits que vous allez utiliser et prendre des parfums qui peuvent être assez frais. Bon, clairement, là, on est sur des gains marginaux, mais par exemple, dès qu'il y a du menthol, ça pourrait montrer un petit effet rafraîchissant en tout cas et intéressant pour la performance. Et ça peut être un peu moins écœurant qu'un parfum très chimique et très sucré pour éviter d'être écœuré. J'ajoute juste un petit point, tu as parlé de se peser, l'objectif n'est quand même pas de compenser toutes les pertes, hein. C'est pas possible de compenser toutes ces pertes, mais ça permet d'avoir une indication de ce qu'on perd parce qu'on peut observer des pertes de l'ordre de 2 litres par heure dans des conditions chaudes. Bon, vous vous rendrez bien compte que c'est quand même compliqué de boire 2 litres par heure de manière continue pendant plusieurs heures, donc très souvent on finit déshydraté. Mais ça permet d'adapter un petit peu en fonction de notre sudation si elle est plus ou moins importante. Et petit bonus, alors en ce moment on en parle beaucoup de ce fameux heat training, mais dans un premier temps c'est déjà bien de plutôt de juste s'acclimater et c'est déjà très bénéfique. Ça se fait progressivement au fil du printemps et de l'été en s'exposant régulièrement. Le heat training c'est quand même un entraînement qui doit être structuré, calibré, c'est exigeant, c'est contraignant et du coup ça peut être très complexe d'y ajouter volume et intensité. Donc surtout pour des athlètes qui sont pas à plein temps sur l'entraînement et qui bossent à côté. Donc s'acclimater, c'est une chose. Par contre, le training, c'est vraiment une seconde partie qui est beaucoup plus poussée et qu'il faut réfléchir en généralement avec un entraîneur. Ouais, juste un dernier point, t'as parlé de l'intensité, de la chaleur, faut vraiment être vigilant, hein, notamment le fait qu'on peut avoir ce qu'on appelle des hyperthermies malignes d'effort dans ces conditions. Donc en gros,
c'est un peu un dérèglement, enfin c'est la température qui va monter dans le corps liée à un dérèglement de ce qui est un peu le thermostat de notre corps, l'hypothalamus. Et donc là, on a souvent des pertes un peu de lucidité. Donc moi, je vous conseille quand même dans les conditions très chaudes de pas faire d'intensité parce que justement déjà il y a un stress lié à cette chaleur et notamment tout seul parce que si vous poussez trop la machine et que vous commencez à être désorienté, moi ça m'est arrivé de le voir sur le trail des passerelles de récupérer des gens qui étaient à 200 mètres de la ligne d'arrivée et complètement désorientés, qui auraient pas pu terminer, qui avaient plus conscience vraiment de leur corps. Donc vraiment attention à la chaleur. Et j'insiste, toi, tu avais su le faire, tu en avais parlé dans le dernier podcast, Théo, de savoir s'arrêter. Mais je pense que quand on n'a pas pu, pour diverses raisons, faire une vraie acclimatation, s'exposer à la chaleur avant une course d'endurance assez longue, faut peut-être des fois savoir renoncer s'il annonce des températures caniculaires et que vous avez prévu de faire une course longue qui est très exposée parce que vraiment c'est quand même pas à négliger et souvent c'est aussi un vrai défi pour les organisations au niveau des secours parce que une personne qui est pas bien ça va mais dans ces conditions c'est souvent pas une c'est plusieurs dizaines et rapidement quand il faut vraiment refroidir les gens c'est-à-dire les mettre dans de la glace pour faire baisser leur température on peut mesurer des températures corporelles qui sont au-delà de 41 degrés, faut pas mal de matos et les équipes sont limitées en prise en charge. Allez, super, merci beaucoup messieurs, c'était super intéressant. J'en profite juste pour vu qu'on parlait des France, je sais pas Mathieu si tu as prévu de justement de mettre en place potentiellement des stratégies de cooling sur ces France, même si on sait que ça sera un peu plus en altitude et que du coup la température sera un peu moins élevée, il n'empêche que il fera quand même sûrement chaud et tu seras quand même assez exposé au soleil. Est-ce que tu as prévu de mettre en place des stratégies par rapport à ça ou pas? Pour l'instant, j'ai pas encore programmé, j'attends que la météo un petit peu s'affine. Après, par contre, j'avais fait un protocole day training du coup au début de l'année pour avoir les premières chaleurs. Et là, avec le stage en altitude, je pense que j'ai pas été hyper exposé, donc je pense que je vais faire encore une ou deux séances pour essayer de maintenir ou d'essayer de restimuler un petit peu ces adaptations. Et après, en fonction de la météo, je vais adapter, mais c'est possible qu'il y ait des glaçons autour du cou, dans la casquette. Je pense pas qu'on va ramener une petite piscine et des kilos de glace comme on a pu voir sur la Western, mais ouais, c'est quelque chose que je vais prendre en compte. Je vais attendre de voir à quel point il faut s'en préoccuper en regardant les prochaines estimations météo. Top. Allez, on va pouvoir passer à la dernière rubrique du podcast, les recos de la quinzaine. Et on va commencer tout de suite avec la reco de Théo. Et pour moi, cette année, il y aura deux Noëls, le 27 juin et le 24 décembre. Le crack Bigarings, aka Teddy, nous a sorti un album intitulé Rainshine. Pour ceux qui ne connaissent pas cet artiste de Tours, sa musique, c'est un mix de dub, de reggae et de lo-fi. Il a vraiment un style musical et une direction artistique à part. Donc moi, je vous conseille d'ouvrir Deezer, de lancer cet album et partez pour 45 minutes de régalade. Bref, vous avez compris que c'est franchement un de mes artistes favoris et que je vais saigner l'album tout l'été. Je vois Nico s'exciter sur son clavier pour aller chercher. J'ai un trou en fait, j'ai un trou sur le nom. Je connais ma reco, mais j'ai un trou sur le nom de l'entraîneur qui est invité. Donc je suis en train de chercher, mais c'est revenu. On reste dans le domaine du sport, mais je vous conseille l'un des derniers podcasts de Runwise avec un des entraîneurs un peu référence de demi-fond français, Bruno Gagère, qui a accompagné les plus grands coureurs de 800 mètres français, Pierre-Ambroise Boss, Renel Lamotte et beaucoup d'autres. Et j'ai beaucoup aimé toute l'expérience et toute la logique d'entraîneur qu'il y a, notamment ce lien science, terrain, comment faut utiliser le terrain. Vraiment, je vous invite à l'écouter. Les années passent, mais il y a eu de la performance avant les dernières années, donc je trouve toujours sympa d'écouter des entraîneurs qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu. Donc c'était vraiment très sympa avec Maxime Lopez qui est quand même toujours très très bon sur les interviews sur ses podcasts parce il est très connaisseur des disciplines et il pose des questions toujours très intéressantes. Mathieu, ta reco de la quinzaine? Je fais une petite reco sortie du chapeau. C'est une page de mèmes américains autour du trail. Ça s'appelle Your Boy Scott Jurek. Et donc, en fait, c'est des mèmes sur le trail, l'actu du trail, l'ultra trail, avec faut prendre beaucoup de second degré, beaucoup de recul sur notre pratique, sur les dérives un petit peu autour de Strava et ce qui se passe en ultra. C'est beaucoup centré sur l'actu américaine. Mais si vous parlez anglais et que vous aimez rigoler du trail et qu'on se moque de vous, c'est assez rigolo. Et ils sont très très productifs. Ça envoie des dizaines de mèmes par jour. Par contre, si vous voulez éviter de perdre du temps, n'allez pas sur cette page. Allez, moi je termine avec un compte Instagram, le compte Etin Sport et ETIN-sport.
C'est un gars qui était dans mon club d'athlé quand j'étais sur Clermont-Ferrand, que j'avais complètement perdu de vue et que j'ai retrouvé il y a pas longtemps par le biais de son compte Insta qui compte aujourd'hui 58 000 abonnés. Si vous êtes passionné de sport et principalement d'athlé, je vous invite fortement à aller suivre son compte. Il fait des contenus super ludiques, super intéressants avec beaucoup de recherches et beaucoup d'analyses, donc c'est vraiment super intéressant. Je vous invite fortement à aller s'abonner à son compte Instagram. On a fait le tour, les amis? Ouais, je crois que oui. C'est tout. Allez, super. Je l'ai pas précisé, mais n'oubliez pas surtout de nous donner vos pronos aussi pour les championnats de France qui arrivent sur le canal YouTube. On se fera un plaisir d'échanger avec vous et de débattre autour de ça. N'hésitez pas, comme d'habitude, à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, à nous dire bravo, voilà, parce que vous aimez le podcast. Envoyez un chèque à l'adresse d'Alexandre, allez dans la description. Voilà, et puis on espère vous croiser en force ce week-end sur les France de montagne et puis la semaine prochaine sur les France de trail, où on espère quand même que Mathieu Delpech sera aux avant-postes. Allez, merci à tous, à la prochaine. Merci, à bientôt, ciao. Merci, bye bye. Ciao.